ce soir, la formation est basée sur le racisme dans l'État français. Donc, on va voir qu'est-ce que le racisme, comment et sur qui il s'exerce, et aussi son origine et son histoire. Donc, déjà, le racisme, c'est pas un phénomène scientifique, mais idéologique, qui s'est formé dans l'esprit de certaines personnes en conséquence du capitalisme et du colonialisme. C'est en gros un refus d'admettre qu'il n'existe oui, si, c'est ça, qu'il n'existe ni race inférieure ni race supérieure. Donc c'est le refus que la race humaine soit une unité, en fait. Les personnes racistes considèrent que cette hiérarchie des êtres humains vient de la nature et de la biologie et pas de l'histoire. Et ils se valorisent face à leurs victimes qui sont racisées, pardon, et ils sont régulièrement encouragés, voire organisés par les classes dirigeantes. Le terme de race en lui-même est apparu au XVe siècle en France. Il a servi d'abord en biologie à qualifier les espèces et les sous-espèces d'animaux et de végétaux. Le mot fut utilisé après avec le soutien des pouvoirs politiques, donc, pour exagérer les différences physiques d'un individu à un autre et justifier la supériorité des Blancs dans les colonies. La prise de conscience du racisme s'est donc faite au XVe siècle. C'est devenu un véritable phénomène de société ayant pour but de justifier l'existence des empires coloniaux menés par les bourgeois occidentaux dans les Amériques, en Afrique, en Asie et en Océanie depuis le XVIe siècle, ainsi que l'esclavage des Noirs et l'exploitation. Donc, un épisode important de l'histoire du racisme, c'est celui de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492. C'est ce qui a engendré le début de la colonisation des Européens. L'impérialisme européen et ses colonisations ont détruit les Indiens d'Amérique latine parce que le capitalisme qui naissait à ce moment-là avait besoin d'or, de terre, de main-d'œuvre peu chère, donc gratuite là en l'occurrence, de débouchés commerciaux aussi. La traite négrière et le commerce triangulaire a permis au capitalisme de prendre son essor et de vivre son plus grand succès. L'Afrique en sort bien évidemment traumatisée et l'Amérique est devenue métissée. Elle construit alors une hiérarchie raciale en fonction de la couleur de peau, ce qui fait que les Blancs sont les meilleurs et les Noirs sont les moins bons selon cette hiérarchie. Pendant le siècle des Lumières, les Lumières ont créé un classement pour les animaux et les végétaux en les répartissant par espèce et race. La tentation fut à ce moment-là de faire la même chose avec les êtres humains. Donc, chose qui a été faite. On sait aujourd'hui que 85% du patrimoine génétique est commun à toute l'humanité et sert juste de critère discriminatoire par sa diversité. Mais à l'époque, comme c'était pas le cas, qu'on savait pas ça, on distinguait plusieurs races dans l'espèce humaine. Donc ça, c'est une manifestation du matérialisme mécanique, donc le fait de tout classer dans des petites cases plutôt que d'étudier les contradictions. 85%. À peu près. Et en fait, le reste, c'est en gros la couleur des yeux, des cheveux, le sexe, enfin, ce genre de choses. Mais on sait que dans la globalité, 85% du patrimoine génétique, c'est pour tout le monde pareil. Peu importe la couleur, l'origine, ça, on s'en fout. Donc, cette démarche faussement scientifique a été soutenue par les pouvoirs politiques en place à l'époque. Elle permettait de justifier de façon morale, entre guillemets, la domination des Blancs sur les peuples colonisés d'Afrique. Donc pour les Français, ça a été un triomphe logique que la civilisation orientale soit supérieure, entre guillemets, aux peuples dits primitifs, qui étaient alors considérés comme des esclaves ou des attardés qu'on devait sauver d'eux-mêmes en les civilisant et en les convertissant au christianisme, et bien sûr en les éduquant pour qu'ils soient en accord avec les idéologies du capitalisme. En 1858, Darwin a inventé la théorie de l'évolution des espèces. Il pense alors que certaines races sont moins développées que d'autres, donc sans parler de race humaine ici. C'est en 1855 qu'un Français qui s'appelle Arthur Gobineau invente une autre théorie en l'écrivant dans un essai qu'il a appelé l'essai sur l'inégalité des races.
Cette théorie, c'est celle d'une hiérarchie des races et il invente le fameux mythe du sang différent. Il considère que les blancs sont intelligents et que les noirs sont sensibles et bestiales et que les asiatiques sont une race trieuse. Pour lui, que la race nordique, donc celle des blancs caucasiens, donc les Aryens, les Francs, les Celtes et les Slaves, sont supérieurs à les Sémites. Il y a aussi des races la race nordique. Selon lui, en fait, il ne faut pas mélanger les races. C'est assez beaucoup d'influence en Allemagne, donc Houston Scholin, qui était peut-être avancé adepte de cette idéologie-là, approché d'Adolf Hitler. Ensemble, ils ont imaginé donc l'évolution future en ce sens le génocide arménien et les deux études de Snogoino, qui a transformé ces races pensées racistes. Ensuite, utilisé comme un instrument d'expression libérale pour encourager le colonialisme de mission arrière et le génisme. Le génisme, c'est le fait de jouer avec les gènes pour faire en sorte de tirer le meilleur chaque fois. Donc ça, ce sera adapté ce sera accepté par une grande minorité de contemporains en déportant et en exterminant des populations. Oui. France, le racisme a souvent été réactivé et agité par les élites au pouvoir à cause de nos dérapages, comme a pu le faire Famille Pen dans des déclarations plus que racistes, encore dans des campagnes policières contre les immigrés. En 1940, Vichy, la Seconde Guerre mondiale, a inscrit des lois racistes en disant aux Juifs de pratiquer Saint-Médard, par exemple. Le racisme est aussi développé dans le monde du travail avec des discriminations à l'embauche ou lors d'une recherche de logement, par exemple. Pendant les 30 Glorieuses, après la Seconde Guerre mondiale, une crise sociale a touché la France, considérant les pauvres, souvent les immigrés, comme étant une classe sociale dangereuse. Le racisme a alors éclaté et la situation des ouvriers s'est énormément dégradée. Le chômage augmentait, les chances d'ascension sociale étaient très basses. Il y a eu une dévalorisation des prolétaires dans la société. Et donc, cette classe sociale-là a décidé de former des émeutes dans les banlieues, notamment dans tout le pays, dans les années 70 à 90, en commençant à Lyon. Donc, il ne faut pas oublier que ce sont les ouvriers immigrés qui ont le plus aidé à la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont eux qui payent le plus les frais du travail difficile. Par exemple, c'est eux qui sont beaucoup dans les chantiers routiers aujourd'hui ou dans les constructions. En Afrique du Sud, l'apartheid est inscrite dans la loi de 1948 à 1991. C'est quelque chose qui a aidé le capitalisme et l'impérialisme français à prôner le racisme grâce à la ségrégation qui a été mise en place. Le rejet de la population racisée par la population blanche se fait majoritairement à cause de deux phénomènes. Donc, d'un côté, malgré l'abolition de l'esclavage, beaucoup de maîtres, donc blancs, ont continué à mépriser leurs anciens esclaves. Et de l'autre côté, la France continue à régner sur ses colonies. Donc là, on ne parle pas de l'Afrique du Sud, mais en parlant des autres pays qui ont été colonisés. Donc la France continue à régner sur elle en ayant l'impression que les habitants avaient besoin de son aide à elle et qu'ils étaient inférieurs. Donc les habitants de la métropole ont été humiliés après parce que il y a eu des mouvements de résistance qui ont entraîné des défaites de la part de la France qui a perdu ses colonies. Et donc ensuite, forcément, elle a un peu une dent contre ces pays-là. Donc ensuite, qui souffre du racisme et de quelle manière? Alors, fut une époque, il était possible d'aller dans les zoos qui étaient un peu disposés partout en Europe, mais il y en avait beaucoup en France. Donc c'était des expositions universelles et coloniales. On pouvait y voir des animaux du monde entier, mais aussi des spécimens humains, de personnes de couleur. C'est-à-dire que dans des cages étaient enfermées des familles entières de ce qu'ils appelaient à l'époque des sous-races. Donc il y avait les Nubiens, les Lapons, les Peaux-Rouges, les Kanaks. Il pouvait y avoir,
vraiment beaucoup de sous-races, entre guillemets, enfin, c'est ce qui est considéré comme des sous-races en tout cas. Donc en prenant de fausses idées scientifiques qui parlent de race supérieure, le capitalisme a développé un outil pour faire entrer le racisme dans les mœurs populaires. Donc grâce à ces fameux eaux universelles, etc. Et justifier le colonialisme aux yeux de tous. Ça, c'était un de leurs objectifs, en tout cas. Donc, il a également été mis en place des sciences où les expériences étaient de mesurer les crânes. Et les chercheurs ont alors prétendu que les Noirs étaient une race inférieure parce que leurs crânes, les crânes qu'ils avaient observés étaient plus allongés que celui des Blancs et ressemblaient plus à celui d'un singe. Ce qui est totalement débile de penser ça, mais enfin bref. Du coup, les politiques ont créé des lois racistes et ont instauré la ségrégation raciale, notamment aux États-Unis. Donc, par exemple, les toilettes publiques et les fontaines à eau étaient séparées, donc les Noirs d'un côté et les Blancs de l'autre. Il y avait des cafés ou des restaurants qui étaient interdits d'accès aux personnes qui étaient racisées. Des places publiques aussi, ou ce genre de choses, où les Noirs n'avaient pas le droit d'aller parce que c'était mal vu, ou on les prenait pour inférieurs. Donc, pour les Américains, ils n'avaient pas le droit d'être là et ils n'avaient pas la... Comment dire? Ça leur servait à rien, quoi. On va dire ça comme ça. Au XXe siècle, de nombreux massacres et exterminations industrielles ont eu lieu. Le génocide arménien, planifié et nié par l'État turc entre 1914 et 1923, ce qui a fait plus d'1 million de morts et ce qui a servi aussi à Hitler pour la solution finale, qui a exterminé plus de 6 millions de juifs, sans compter les tziganes. 1 million de Tutsis ont été assassinés en 100 jours par les Hutus au Rwanda. Pardon. Donc les Tutsis et les Hutus, ce sont deux clans africains qui se battent pas mal. Donc ensuite, il y a eu l'invention du négationnisme. Alors le négationnisme consiste à renier totalement des faits historiques, malgré le fait qu'il y ait des preuves qui soient flagrantes rapportées par des historiens. Et ça a des faits à la fois racistes et politiques. Donc l'invention du négationnisme a favorisé l'impunité de tous ces crimes, donc les génocides, les meurtres, etc. Le colonialisme a prétendu avoir comme but de civiliser donc des peuples arriérés. En réalité, il a servi à piller les ressources, empêcher l'industrialisation de pays qui étaient fort capables de le faire tout seuls, et détruire l'autonomie agricole grâce à une répression brutale des peuples colonisés qui aspiraient à l'indépendance. Si bien que de multiples guerres de libération nationale ont eu lieu, à Madagascar en 1947, ce qui a fait environ 90 000 victimes, au Cameroun de 1945 à 1971, donc là pareil environ 400 000 morts, en Indochine, donc la guerre de 1946 à 1954, où il y a eu environ 500 000 morts indochinois. En Algérie, là, il y a plus de choses, parce que c'est une grosse colonie, ça comme ça. Plus de 350 000 morts avec les enfumades en 1840. Beaucoup de massacres en 1871. Les massacres à Sétif le 8 mai 1945, où je crois qu'il y a presque 30 000 Algériens qui ont été tués. Et la guerre de 1954 à 1962. Donc si on revient sur le nazisme, il n'a fait que reproduire l'idée de Gobineau et la logique du colonialisme. Donc les Juifs étaient désignés comme ennemis intérieurs qui risquaient de salir et détériorer la supériorité de la race nordique ou race aryenne. Le Moyen-Âge européen est parcouru par la haine des Juifs, toujours bien présente en Europe et en France aujourd'hui. Il a connu une montée en puissance après la Révolution française, même si déjà bien avant, les Égyptiens, par exemple, leur faisaient subir un racisme très marqué. On assimile par la suite les Juifs au capital. Ils incarnent l'argent. L'antisémitisme devient par la suite, vers 1880-90, un vrai programme politique antidémocratique.
qui se base sur le complotisme. Donc, en fait, il y a eu des grosses des rumeurs lancées par les gouvernements, comme quoi les Juifs voudraient s'emparer de l'Europe, qu'ils sont à l'origine de la victoire prussienne et de la perte de l'Alsace-Lorraine, de la crise économique, des cracks financiers et de la faiblesse de la République, rien que ça. L'Europe a ensuite eu une période donc très sombre avec Hitler et la solution finale dans les années 1930 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous le Troisième Reich. Hitler pensait que la race aryenne était au-dessus du peuple juif, qui représentait la pire des races à ce moment-là, et était destinée à l'extermination. Et les Slaves, donc les Russes et les Serbes, pour Hitler et les nazis, ils valaient pas mieux que les Juifs. Alors du coup, ils ont été asservis, donc servant d'esclaves ou ce genre de choses. Donc de cette manière, plus de 6 millions de personnes ont trouvé la mort dans les camps d'extermination et dans les fusillades de masse, sous prétexte d'une infériorité de race. Ouais, c'est ça, les Slaves, c'est les Russes et les Serbes. À côté de ça, Hitler avait ouvert des centres de naissance où des femmes blondes aux yeux bleus avaient été kidnappées et forcées de faire des enfants pour améliorer la pureté de la race aryenne et de germaniser les enfants qui étaient qui étaient blonds aux yeux bleus pour pour les germaniser aussi. C'est des enfants qui ont été à la fois conçus dans des centres de naissance où il y a environ 200 000 enfants qui ont aussi été kidnappés un peu partout dans l'Europe. Donc on distingue 3 vagues de racisme anti-juif. L'antisémitisme religieux, organisé par l'État et les féodaux. Celui théorisé et mis en application par les nazis avec la solution finale. Et une 3e vague qui a démarré dans les années 70 et qui est basée sur le révisionnisme historique, qui est aujourd'hui représenté par Alain Soral en France. Donc, si on s'excentre de la France, tout à l'heure, on a parlé un peu des États-Unis aussi, mais aux États-Unis, les politiques allaient jusqu'à réprimer dans le sang les manifestations pacifiques des défenseurs des droits civiques et à instaurer un apartheid. Donc, l'apartheid, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une politique dite de développement séparé, donc qui affecte des populations selon des critères raciaux ou ethniques dans des zones géographiques séparées, donc comme en Afrique du Sud. La Scandinavie a forcé les Roms à être stérilisés, donc beaucoup de femmes, logique, ou encore le nettoyage ethnique mis en place par la Yougoslavie de 1990 à 1995. Aujourd'hui encore, les personnes racisées en France sont confrontées à la montée des partis politiques d'extrême droite qui ramènent les idéologies racistes du colonialisme à la vue de tous, plus ou moins discrètement, en reprenant la stratégie du bouc émissaire autour de la question de l'immigration. Le racisme est devenu... comment dire ? Non. Le racisme il se remarque beaucoup en ce moment, avec tous les attentats qui ont fait remonter justement cette vague du racisme. Donc les personnes racisées subissent des violences, des menaces, du chantage, des discriminations, des provocations. Ça peut être des injures, de la diffamation, de l'atteinte au bien, à l'intégrité d'une personne ou même de son cadavre, aux violations de sépultures ou au génocide. Ces crimes sont toujours à l'encontre des personnes racisées et ces personnes sont beaucoup désavantagées dans la société. Les descendants des migrants du Maghreb, de Turquie ou d'Afrique subsaharienne surtout, ils ont plus de risques de n'obtenir aucun diplôme du secondaire, ils sont plus touchés par le chômage et sont victimes de discrimination dans le milieu professionnel, donc que ce soit à l'embauche, au niveau du salaire ou même dans l'entente des personnes au sein de l'entreprise. Cette partie de la population, souvent issue de l'immigration d'un pays en dehors de l'Europe,
sont particulièrement concentrées dans les zones urbaines sensibles de l'habitat social. Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Ok, d'accord. Ok, bah, il y en a deux, trois qui bug alors. Certaines personnes parlent donc de racisme anti-blanc, parfois, alors que 15% des personnes nées en France avec deux parents eux-mêmes français de naissance disent avoir été victimes de racisme, mais 50% des personnes originaires d'Afrique subsaharienne et du Maghreb ou leurs enfants ayant obtenu la nationalité française de naissance ou non, eux c'est 50%. Donc le même pourcentage pense qu'ils ne sont pas considérés comme des Français par le reste de la population. De plus, ce racisme dit anti-blanc ne se manifeste ni dans la rue, ni au travail, ni à l'école ou dans les administrations publiques, contrairement aux personnes racisées qui peuvent endurer le racisme quelle que soit la situation, ce qui nuit à leurs conditions de vie. Ces statistiques-là, je les ai retrouvées sur un document du PCM. Euh, donc, euh, donc oui, il y a beaucoup d'étrangers, donc originaires d'anciens pays colonisés ou de pays semi-colonisés actuellement, parce qu'on ne peut pas dire que, que ces pays-là soient indépendants. Je vous enverrai le lien après, il n'y a pas de souci. Alors, donc oui, donc beaucoup de personnes originaires des pays colonisés ou semi-colonisés restent des citoyens de seconde zone vivant dans des ghettos, sans représentation dans les institutions de l'État, soumis à la ségrégation raciale, culturelle et scolaire. Mais bien sûr, la France accepte sans problème les investissements des capitaux arabes, y compris ceux des groupes stratégiques comme le Qatar, mais pas les hommes. L'argent du pétrole et du gaz revient en France, mais les Français racisés des semi-colonies d'aujourd'hui ont du mal à obtenir l'autorisation de venir dans la métropole. À l'époque, le racisme s'exerce surtout contre les juifs, les musulmans et les roms. On voit encore aujourd'hui des pierres tombales ou des monuments historiques dédiés aux juifs, notamment, qui sont graffés comment dire, avec des croix gammées. À l'époque de Caen, ça c'était au début du racisme. Au tout début, c'était surtout les juifs, les musulmans entre guillemets, parce que pour quelqu'un qui va dire c'est un musulman, ça peut être assez bizarre parce que comment dire, ça va être un amalgame. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais bon, voilà. Et les Roms, du coup, ça c'était ces trois catégories de personnes étaient souffraient beaucoup du racisme avant, au début, on va dire ça comme ça. Et maintenant, comme il y en a un peu plus qui souffrent du racisme, c'est moins évident. Donc le racisme remonte en puissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, après des événements comme les attentats de 2001 ou ceux de 2015. Et ces événements-là sont utilisés par les États pour maintenir un climat de suspicion à l'encontre des musulmans amalgamés, avec un intégrisme fanatique et l'appartenance réelle ou supposée à l'islam. Au XXe siècle, de nombreuses luttes contre le racisme ont aussi eu lieu, avec la volonté de sortir de l'oubli et de la négation, en s'appuyant sur des faits et des chiffres. Entre la révolution des esclaves d'Haïti, les luttes pour l'abolition de l'esclavage, celles contre le colonialisme, contre le racisme, toutes ces luttes-là ont réveillé les consciences des citoyens français et de certains politiques. Des juristes internationaux ont travaillé aussi sur ce phénomène, déclarant par exemple le génocide imprescriptible et sa négation un crime. L'ONU et l'UNESCO ont écrit des lois en faveur de l'égalité des droits, l'interdiction des discriminations raciales et de l'esclavage, afin d'affirmer l'unité de l'espèce humaine, dotée de ressemblances beaucoup plus fortes que les différences, et en définissant la race comme étant un mythe social. Il a tout de même fallu attendre une loi qui est arrivée le 21 mai 2001
pour que la France reconnaisse que la traite négrière et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité. Donc ça s'est fait attendre quand même. Malgré toutes les luttes qui ont pu se faire, on voit aujourd'hui la montée encore en puissance de l'antisémitisme, du racisme anti-arabe et non anti-musulman, la chasse aux Roms, cachés ou pas derrière des partis politiques, qui parlent de la France comme étant le pays catholique de la race blanche, et d'immigration bactérienne. C'est un outil très important pour la bourgeoisie, théorisé par le scientisme du 19e siècle. Un grand nombre de stéréotypes racistes ont pris place dans notre société à cause de la bourgeoisie. Par exemple, que les Arabes sont sexistes et obligent les femmes à porter le voile, la burqa, que les Noirs sont très agressifs, sauvages, pas cultivés et qu'ils meurent tous de faim en Afrique, que les Roms sont des gens à part, voleurs de poules et d'enfants, ou encore que les Juifs sont avides d'argent. Ainsi, les travailleurs et travailleuses redoutent de se retrouver dans la même situation, et les préjugés au sein du peuple servent à la bourgeoisie pour diviser les masses, les exploiter encore plus en les mettant au service du capitalisme et de la production de masse à bas prix. Et ça sert aussi à opprimer les masses encore plus pour les empêcher de vaincre. Voilà. Donc j'ai terminé, je ne sais pas si vous avez des questions. Je veux bien répondre sur le truc du racialisme. Oui, vas-y. Ouais, enfin, sauf si tu veux, vas-y. Si tu veux Non, répondre. vas-y. T'inquiète. Bah, ça va pas être. C'est pour rendre très très largement, en gros, le racialisme, c'est une science qui s'est développée, enfin une science, entre gros guillemets, qui s'est développée à la fin du 19e siècle, avec tout ce qu'expliquait la camarade tout à l'heure, sur toutes les différentes. La criminologie, toutes les sciences, le rationalisme et tout qui arrive, en fait, pour essayer de rationaliser le racisme biologiquement. Et du coup, c'est une forme du coup de science raciste, le racialisme en gros. C'est-à-dire les Noirs sont comme ça et parce que leur corps est comme ça, parce que leur voix est comme ça, parce que tout ça, etc., etc. Ça vient de là du coup, en gros le racialisme. Si je pouvais faire remarquer un truc aussi, si c'était possible. Rajouter par rapport aussi le racisme tel qu'il est, la lutte contre le racisme tel qu'il est perçu dans la société et telle qu'elle est faite par la vision bourgeoise et libérale de la lutte contre le racisme, c'est souvent vu comme un manque de culture, que c'est du coup une question éthique et du coup que c'est quelque chose qui se résout par l'éducation, par l'école, par la citoyenneté, par le mélange. C'est voilà quelque chose complètement hors sol, idéaliste et complètement. Que c'est juste voilà les gens racistes, c'est des gens débiles, c'est des gens stupides. C'est souvent ça qui est revenu et c'est une erreur hyper grave parce que derrière en fait le racisme qui découle du coup du colonialisme et de l'impérialisme, il y a vraiment une science, il y a vraiment il y a eu vraiment des recherches scientifiques, il y a eu vraiment des pensées rationnelles et pendant des bouquins, des centaines de bouquins qui ont été écrits pendant des dizaines et des dizaines d'années. Oui, Donc en fait, ça n'a rien de débile. C'est vraiment construit, c'est vraiment voulu, c'est vraiment. Bref. Et que du coup, en gros, c'est un gros problème. Et du coup, tous les mouvements de gauche institutionnelle et SOSDEM et social chauvin, c'est souvent comme ça, quoi. En mode oui, c'est un problème de culture. Du coup, en gros, c'est les pauvres ils sont cons, du coup, ils sont racistes. Alors qu'au final, on voit très bien que l'idéologie raciste ouais, la structure raciste, ça ouais, la structure raciste, ça descend vraiment
de contradiction de l'impérialisme, du capitalisme, et du coup, qui profite à la bourgeoisie. Et du coup, par rapport à ça, le racisme est une contradiction du coup antagonique dans notre société qui peut que se résoudre par la révolution, quoi. Et pas par l'éducation juste en mode à l'école, quoi. L'école républicaine bourgeoise. Alors, dire que le racisme est enfin, si je peux me permettre, Giorgio, que le racisme est une contradiction antagonique, tu veux dire que, enfin, la est quoi? Entre les blancs et les racisés? En tant que non, en tant que structure, ouais, en tant que structure matérielle, c'est-à-dire que, comme me disait en fait, le fait qu'il y a vraiment une oppression spécifique aux personnes qui subissent le racisme, que c'est que c'est structurel, quoi, Oui, des sociétés capitalistes modernes. oui, voilà, mais enfin, genre, enfin, ça en fait pas pour autant une contradiction antagonique, parce que même si Ok. ça peut se résoudre que par la révolution, la contradiction entre les blancs et les racisés n'est pas antagonique. Ça dépend. Ok. Oui, autant pour moi, oui. La question fondamentale du racisme, c'est entre les racisés et les blancs, ou si c'est entre les racisés et l'appareil d'État. Oui. Mais autant oui, pour la moi, contradiction entre le je me racisé et suis. l'appareil d'État bourgeois est antagonique, oui, effectivement. Ouais, je vais vous envoyer mes sources. Je suis en train de les chercher justement. Et aussi, il y avait un truc qui était hyper intéressant par rapport à. Enfin, hyper intéressant. Quelque chose on m'entend bien là ou pas? Ou c'est bizarre? Non. Non, vas-y. Il y a une différence entre les racismes dans l'État français, entre la négrophobie, l'islamophobie par exemple, et l'antisémitisme. C'est que dans l'antisémitisme, c'est vraiment comme tu disais tout à l'heure, c'est un truc vraiment spécifique dans le sens où les antisémites, dans l'idéologie antisémite, il y a vraiment on accuse les juifs d'être indétectables, c'est-à-dire on les voit pas assez, on les voit pas, ils Ouais, sont c'est ça. parmi la population C'est européenne, ce la population qui. blanche. Vas-y. Non, t'es bien parti. Et que du coup, en fait, ça fait vraiment un racisme qui est vraiment particulier, et encore plus parce que dans l'idéologie antisémite, les juifs sont dominants, complotent et sont au pouvoir. Donc en fait, on est face à un racisme qui est vraiment très, qui peut vraiment vraiment important à identifier, puisque du coup en fait t'as vraiment comme disait Soral et tous ces gens-là qui vont dire que bah voilà, les puissants, le pouvoir, les capitalistes, les financiers, etc., ce sont des juifs, et donc en gros il faut pour renverser en gros la société capitaliste, il faut renverser les juifs. Enfin, je grossis énormément les traits, mais du coup ça en fait un racisme particulier comparé justement à l'islamophobie ou à la négrophobie, c'est on les voit trop, c'est Chirac qui dit le bruit et l'odeur, etc. Et du coup, faut les cacher, faut les ghettoiser, faut les mettre à l'extérieur des villes. On leur fout dans des tafs les plus bas, dans les chaînes de production, à l'usine enfin bref. Et on les domine. C'est que la classe bourgeoise, ils sont pas considérés comme des personnes qui complotent et qui sont au pouvoir, au contraire des juifs. Enfin, c'est vraiment deux racismes qui sont assez différents. C'est ça.
et qui ont deux origines différentes, quoi. C'est que tout ce qui est autour de la négrophobie, de l'islamophobie, de la homophobie, ça a vraiment des racines coloniales et propres, notamment à l'État français qui était impliqué énormément dans la colonisation et l'impérialisme. Alors que l'antisémitisme, ça a d'autres origines que le colonialisme. Peut-être plus féodal, justement. Avec le traitement des juifs au Moyen-Âge, tout ça, les premiers ghettos, ce genre de choses. Il y a le fait que en fait les catholiques étaient pas autorisés au Moyen Âge à faire des prêts, enfin à faire des choses avec de l'argent. Et les juifs, leur religion, eux, l'autorisaient, donc c'était que les juifs qui faisaient ça. Ouais, c'est ça. Et Oui, du coup, après. Que c'est comment ça s'appelle? Ces préjugés ont continué parce que pendant longtemps, eh bien, il y a juste les juifs qui ont été autorisés à faire ça. Il y a aussi le fait que pour les mêmes raisons, en fait, les royaumes expulsaient régulièrement les juifs. C'est-à-dire que, il me semble que au Moyen Âge en France, je sais plus exactement quand, mais il y a eu genre 3 ou 4 expulsions. Et enfin, tous les royaumes d'à côté faisaient la même. Ce qui fait que quand t'es juif, tu risques de te faire expulser 1 ou 2 fois dans ta vie et de devoir complètement changer de pays. Donc tu pouvais pas vraiment posséder un magasin, posséder des terres, tout ça. C'était risqué parce que tu pouvais tout perdre. Donc t'étais commerçant ou banquier parce que c'est une activité que tu peux faire en déménageant. De toute façon, il ne pouvait voilà, pas posséder des terres. Il pouvait pas posséder des terres, il fallait être chrétien pour posséder des terres. Comme ça, hein. Et du fait que dans l'idée chrétienne, c'est que ce sont les juifs qui ont tué le Christ et que du coup quand il y avait plein de problèmes dans une ville ou dans un état, dans un royaume, il fallait expurger, fallait faire en fait un sacrifice, il fallait virer du coup une population qui était du coup déicide, etc. Enfin c'est ça a vraiment un truc hyper Ouais, puis racine si hyper on lointaine, quoi. prend de la thune des juifs, Aussi, c'est la principale raison pour laquelle ils le faisaient, les rois. Oui, c'est sûr. Il y a Rothko qui pose la question: qu'est-ce qui distingue une approche sociologique du racisme et ce qui serait une approche communiste? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors, Si, il y a une des raisons du développement du racisme qui s'est développé énormément au XIXe siècle, sous l'impulsion de la bourgeoisie, il y avait ce qu'on appelait à l'époque un racisme de classe, c'est qu'en gros, genre la bourgeoisie avait vraiment une idéologie genre de l'ordre, d'une société hiérarchisée, une société propre, enfin vraiment dans toute l'idéologie réactionnaire de la bourgeoisie qui s'est développée à cette époque-là. Et en fait, du coup, en gros, tous les tares des pauvres, c'était la prostitution, l'alcoolisme, c'était les émeutes, les insurrections, tous ces trucs-là. Et du coup, en gros, t'as un gros racisme de classe, vraiment en mode il fallait vraiment se débarrasser de tout ça, qui s'est transposé petit à petit en fait sur des peuples et des populations qu'on dit racisées du coup. Enfin, ça prend une origine aussi là-dedans vraiment dans le racisme de classe, enfin ce qui est appelé racisme de classe à l'époque, et qui se transforme petit à petit en fait en racisme, enfin tout court quoi. Je me rendre compte que j'avais mon micro, que j'étais dans un monologue de genre 2 minutes sur le racisme et comment, enfin la différence entre la vision sociologique et tout ça. Donc, si vous avez rien entendu ce que j'ai dit ou pas? non, on doit pas entendu. Non.
Non, t'as pas entendu. Très bien. Du coup, comme disait le camarade tout à l'heure, la différence, c'est que une racisme, ça étudie surtout les contradictions entre blancs et racisés, alors que devrait plus étudier la contradiction entre les racisés et l'appareil d'État. Premièrement, que l'approche communiste doit évidemment se concentrer sur la race. À cause du racisme, les racisés ont dû à la bourgeoisie. Quand même, dans les luttes antiracistes, souvent une concentration sur dans une équipe de managers, il y en a un qui est racisé et il gagne 5, les autres ils en gagnent 8000. Alors oui, ok, c'est chiant, tu vois, mais c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. Vous avez entendu ou pas, du coup, vu que je coupe? Pas trop. Enfin, un mot sur deux, mais ça devait aller à peu près. Ouais, vous avez capté l'idée générale. Et aussi, de manière générale, par rapport à la sociologie, faut pas oublier que la manière dont elle est faite, comme la quasi-totalité des sciences aujourd'hui, c'est universitaire et bourgeois en fait. Et donc effectivement, parmi les sciences bourgeoises, c'est l'une de celles qui a le plus tendance à adopter un vernis progressiste, tout simplement parce que quand t'es réac, tu penses que la sociologie, littéralement, ça. Il n'empêche que et donc il faut pas prendre les travaux des sociologues comme à adapter dans la théorie politique parce que c'est pas le cas. Après, oui. Mais après, si tu veux, l'approche sociologique, étant donné qu'il n'y en a pas forcément qu'une, c'est un peu compliqué de résumer. Mais moi, comme disait les camarades, surtout, je pense que c'est la sociologie. Faut comprendre quelque chose qui est réformiste en soi. C'est quelque chose qui sert qui va chercher à distinguer des inégalités, à analyser leurs racines, etc., mais toujours en les analysant sous le prisme d'une inégalité. C'est une analyse qui est souvent idéaliste. Bref.